La confrontation économique la plus lourde de conséquences du moment géopolitique actuel ne se joue pas dans le détroit d'Ormuz. Elle ne se joue pas dans la salle du Conseil de sécurité, où 112 pays coparrainent une résolution sur le comportement iranien. Elle se joue dans l'espace entre deux phrases prononcées par deux dirigeants, dans deux capitales différentes. L'une de ces phrases est venue d'un pupitre dans le Grand Palais du Peuple, soutenu par toute la machinerie diplomatique du pays le plus puissant du monde. L'autre est venue d'un pupitre à Ottawa, avec deux caméras, sans téléprompteur, et un dossier refermé avant que la phrase la plus importante soit livrée. Apparemment, dans la diplomatie à la manière de Trump, plus la salle est grande, plus la marge pour vérifier si le plan fonctionne réellement est petite. Donald Trump, debout à Pékin, le 14 mai, a regardé les caméras et a prononcé 4 mots sur le Canada qu'aucun président américain n'avait jamais dit publiquement à propos du pays qui partage avec les États-Unis la plus longue frontière non défendue du monde. Les bonnes périodes finissent, puis Mark Carney s'est avancé vers un pupitre à Ottawa et resté immobile pendant que la salle devenait silencieuse. Et a livré 9 mots qui, en quelques heures, ont été diffusés sur tous les grands réseaux de 3 continents. Vous nous avez mal lus, et cette mauvaise lecture coûtera cher. Le camp Trump avait présenté le moment comme un tour de victoire. Carney l'a traité comme une facture, 2 dirigeants, 2 phrases, et l'architecture de la relation économique bilatérale, la plus intégrée de l'histoire humaine, 800 milliards de dollars par année sur un siècle d'alliance, se trouvaient entre eux, prêts à révéler quelle phrase reflétait un plan et laquelle reflétait une erreur de calcul. Pour comprendre pourquoi une conférence de presse à Ottawa a commencé à résonner sur les marchés financiers plus fortement que le communiqué officiel du sommet de Pékin, il faut comprendre ce qui avait été convenu 3 semaines avant l'arrivée publique de Trump. Pourquoi le North American Manufacturing Priority Act avait été conçu avec un pays précisément en tête. Et ce que Mark Carney faisait avec son téléphone pendant les 48 heures précédant son arrivée à ce pupitre. 3 semaines avant la visite officielle de Trump à Pékin, une délégation discrète a quitté Washington sans groupe de presse ni horaire officiel. Ses membres ont voyagé sur des vols commerciaux. Ils se sont enregistrés dans des hôtels séparés. Ils se sont réunis dans un bâtiment qui n'apparaît dans aucun registre. 72 heures plus tard, l'architecture de ce qui apparaît maintenant comme l'accord d'arrière-salle, le plus lourd de conséquences de l'histoire économique nord-américaine, avait été dessinée. L'avenir industriel du Canada était sur la table. Le Canada n'était pas dans la salle. Dans le manuel Trump, apparemment, le mot partenariat peut vouloir dire réorganiser l'économie de quelqu'un d'autre en oubliant de lui envoyer l'invitation au calendrier. Le 13 mai, 2e jour de la visite de Trump à Pékin, la Maison-Blanche a publié un document de 47 pages appelé le North American Manufacturing Priority Act. Toute entreprise cherchant à obtenir les incitatifs fiscaux fédéraux maximaux. Et ces incitatifs étaient historiques par leur ampleur, devaient situer toutes ces chaînes de production stratégiques à l'intérieur des États-Unis et non en Amérique du Nord. Fabrication de batteries, production de semi-conducteurs, composants de véhicules électriques, infrastructures d'intelligence artificielle, intrants de chaînes d'approvisionnement de défense, puis est arrivée la section 14, paragraphe 3. Toute entreprise relocalisant une production stratégique depuis un pays partenaire de l'accord Canada, États-Unis-Mexique vers les États-Unis dans un délai de 18 mois, recevrait un crédit d'impôt supplémentaire de 2%. Il ne s'agissait pas seulement d'attirer les investissements hors du Canada, il s'agissait de subventionner l'extraction. Rien ne dit mieux concurrence équitable que de payer davantage les entreprises pour abandonner l'allié que l'on continue d'appeler partenaire en conférence de presse. Cet après-midi-là, Pékin a bougé. Le plus important accord d'achat agricole bilatéral sur une seule année de l'histoire, 94 milliards de dollars en soja, bœuf, porc et blé, a été redirigé du jour au lendemain
Le Canada n'a pas été consulté. Le Canada était le mécanisme par lequel deux grandes puissances ont décidé de servir simultanément leurs intérêts mutuels. Ce n'était pas un tarif douanier. Les tarifs créent une friction sur les prix. C'était une refonte structurelle de toute la géographie des chaînes d'approvisionnement d'un continent, exécutée au moyen d'incitatifs fiscaux et de contrats sur les matières premières simultanés, dans une fenêtre de 72 heures. Pendant que le Premier ministre du pays touché lisait des notes d'information sur ce qui venait de se produire, Trump voulait rapatrier des emplois manufacturiers avant la prochaine élection. Xi voulait une stabilité commerciale pour freiner le ralentissement de la Chine. Cela a été vendu comme une stratégie, mais cela avançait avec toute la subtilité d'un slogan de campagne agrafé sur une carte économique. Le chemin le plus efficace vers ces deux objectifs passait directement par Ottawa. La formule d'un haut conseiller de la Maison-Blanche en résumait la logique avec une clarté dévastatrice. Pourquoi partager la prospérité industrielle avec le Canada quand l'Amérique peut tout garder? Au Canada, cette phrase divulguée a frappé avec une précision brutale. La section 14, paragraphe 3, ne prend tout son sens que dans son contexte opérationnel. Cette disposition a été rédigée par quelqu'un qui pensait précisément à l'infrastructure ontarienne des batteries pour véhicules électriques. L'Ontario avait investi plus de 30 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques, les usines de batteries et les corridors de recherche. La province était en voie de devenir la capitale du véhicule électrique en Amérique du Nord. Dans les 48 heures suivant les accords de Pékin, 3 grands fabricants chinois de batteries, détenant des lettres d'intention avec des installations ontariennes, ont annoncé des décisions simultanées. L'un a déménagé au Texas, un autre a annoncé une nouvelle usine près de Phoenix, et le troisième a suspendu indéfiniment tous ses engagements canadiens. Washington a ajouté que les entreprises chinoises, choisissant de fabriquer aux États-Unis plutôt qu'au Canada, obtiendraient une approbation réglementaire accélérée, comprimant des années en 90 jours. La promesse sonnait merveilleusement rapide, comme c'est souvent le cas lorsque la paperasse de l'ère Trump s'annonce avant que la réalité ne demande les pièces justificatives. Les Canada, pourtant, reposent sur une base matérielle centrale pour l'économie moderne. Ils possèdent certains des plus grands gisements de lithium, de nickel, des cobalt, d'uranium et de terres rares de la planète. Il n'y a pas de véhicule électrique sans lithium, pas de semi-conducteurs avancés sans cobalt, pas de système d'armement moderne sans terres rares. Pendant des décennies, cela a été l'assurance silencieuse du Canada. Aucune grande puissance ne pouvait mettre de côté une nation assise sur une telle richesse matérielle. Les accords de Pékin ont été conçus pour neutraliser cette assurance. Washington s'est engagé à accélérer l'exploitation minière intérieure, à contourner les délais d'examen et à orienter le différent. Pékin a redirigé les investissements chinois hors du secteur minier canadien et vers des projets américains. Les actions minières canadiennes ont chuté de 14% en une seule semaine. 2 grands projets de lithium en Colombie-Britannique, qui disposaient d'un financement chinois garanti, ont vu ce financement suspendu en moins de 10 jours. Une évaluation confidentielle du cabinet, obtenue plus tard par des journalistes, résumait le danger en une phrase: le Canada risquait de devenir un fournisseur de matières premières pendant que toute la production à valeur ajoutée migrait au sud de la frontière. Non pas un partenaire dans la chaîne d'approvisionnement, mais une carrière. C'est le genre de deal qui paraît puissant à un pupitre et beaucoup moins impressionnant lorsque la chaîne d'approvisionnement commence à lire les petits caractères. C'est pourquoi Mark Carney compte comprendre qui il explique pourquoi la caractérisation de Trump le présentant comme faible était exactement le type de mauvaise lecture dont sa conférence de presse avertissait qu'elle deviendrait coûteuse. Carney a été gouverneur de la Banque du Canada, guidant le pays pendant la crise de 2008 avec plus de précision que toute économie comparable. Il a ensuite été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, le premier et le seul citoyen non britannique dans les 300 ans d'histoire de l'institution. Il a passé 13 ans comme directeur général chez Goldman Sachs.
Son doctorat en économie vient d'Oxford. C'est pas un politicien qui a appris l'économie comme un outil de politique publique. C'est un économiste qui a passé 3 décennies au sommet du système financier mondial, à gérer des crises valant des milliers de milliards. Il ne hausse pas la voix. Il bouge avec l'immobilité de quelqu'un qui sait qu'un seul mot mal placé coûte des milliards. Ce contraste compte, parce que toutes les stratégies économiques ne s'améliorent pas quand on les crie plus fort. Le soir où les accords de Pékin sont devenus pleinement publics, Carney n'a pas convoqué de conférence de presse. Il s'est assis à son bureau et a lu chaque page du North American Manufacturing Priority Act, chaque ligne du cadre agricole, chaque disposition sur les minéraux critiques, 4 heures de lecture. Puis 3 appels téléphoniques, non pas à Washington, mais à Tokyo, à Berlin et à une 3e capitale non identifiée publiquement, 48 heures après l'atterrissage d'Air Force One. Mark Carney s'est avancé vers un pupitre à Ottawa. Il est resté immobile. La salle est devenue silencieuse. Son message était que le Canada n'était pas une monnaie d'échange, pas une concession dans le cadre de quelqu'un d'autre, et pas une ligne budgétaire négociée dans des salles où il n'avait pas été invité à s'asseoir. Pas de casquette rouge, pas de slogan de rassemblement, pas de musique de victoire. Seulement le son profondément dérangeant de quelqu'un qui avait fait ses devoirs. L'argument était direct 3 jours plus tôt. Le président des États-Unis avait conclu avec un gouvernement que le Canada gérait diplomatiquement depuis la guerre froide des arrangements conçus explicitement pour réduire la capacité manufacturière du Canada, rediriger ses marchés d'exportation et miner son environnement d'investissement. Le Canada n'avait pas été consulté, le Canada n'avait pas été informé, puis, ce même matin, Trump avait publié que le Canada devait réparer son économie. La réponse était tout aussi claire. L'économie canadienne n'avait pas besoin d'être réparée par ceux qui voudraient la démanteler. Elle devait être défendue contre ceux qui traitaient le partenariat comme un actif à extraire et l'alliance comme une commodité à jeter. Vous nous avez mal lu et cette mauvaise lecture coûtera cher. Pour une fois, le slogan a rencontré un tableur et le tableur n'a pas applaudi. Cette conférence de presse a été vue 47 millions de fois en 24 heures, non pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle était froide, précise, contrôlée. Elle avait l'immobilité d'un homme qui rapportait ce qu'il avait déjà préparé. La réponse de Trump est venue le lendemain matin. Carney n'est que des paroles, aucune action. Le Canada est en plein chaos. Très faible, la caractérisation est arrivée avant que les 6 contre-mouvements ne soient visibles. Lorsqu'ils le sont devenus, cette caractérisation a dû être révisée. Traiter quelqu'un de faible est plus facile avant que ces contre-mesures commencent à arriver sur papier officiel. Dans les 72 heures suivant les accords de Pékin, Carney a exécuté 6 mouvements simultanés. Aucun n'a été annoncé comme une représaille. Chacun était présenté comme une politique souveraine de routine. Ensemble, ils ont constitué le contre-positionnement économique le plus coordonné par une puissance moyenne face à une superpuissance dans l'histoire moderne. Premier mouvement, le Canada a officiellement avisé le représentant américain au commerce d'un examen complet de conformité à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, en signalant précisément la section 14 comme une violation potentielle des dispositions sur la neutralité de l'investissement. Ce n'était pas une menace, mais un processus juridique discret, procéduralement correct et impossible à écarter. C'est le problème avec les processus juridiques discrets. Ils ne font pas tendance comme une publication de Trump, mais ils continuent d'avancer après le départ des caméras. Deuxième mouvement, le Canada a annoncé une expansion d'urgence de son pouvoir d'investissement dans les minéraux critiques. Un nouveau fonds souverain capitalisé à hauteur de 40 milliards de dollars, structuré pour remplacer le capital chinois redirigé hors des projets canadiens. Ce n'était pas une improvisation réactive.
Des fonds souverains de cette taille n'apparaissent pas entièrement structurés 48 heures après un événement déclencheur, sauf si le cadre juridique était déjà prêt. Troisième mouvement, le Canada a annoncé un nouveau partenariat industriel bilatéral avec l'Union européenne, un corridor accéléré d'investissements manufacturiers que les responsables commerciaux européens rédigeaient depuis 3 mois. En attendant précisément ce moment politique, pendant que le camp Trump célébrait son levier, le Canada construisait discrètement des sorties du piège. Quatrième mouvement, le Canada a annoncé des accords d'accès préférentiel au marché avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie pour l'approvisionnement en minéraux critiques, positionnant le Canada comme principale alternative aux minéraux chinois pour des nations alliées cherchant d'urgence à renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Cinquième mouvement, le bureau de Carney a publié une évaluation complète de l'impact économique de ce dont les chaînes d'approvisionnement américaines dépendent réellement au Canada. Ce n'était pas un document politique, mais un document économique. Le commerce bilatéral dépassait 800 milliards de dollars par année. Les emplois américains directement dépendants des chaînes d'approvisionnement canadiennes se chiffraient à 2 millions. Les importations américaines de pétrole en provenance du Canada, sans solution de rechange viable dans un délai de 5 ans, représentaient 41%. Ces chiffres avaient été produits pour les salles de conseil. Les chefs de direction et les marchés obligataires, les marchés ont tendance à être moins impressionnés par la bravade quand le tableau des dépendances contient de vrais chiffres. Le sixième mouvement a été le plus déterminant sur le plan opérationnel. Carney a personnellement appelé les chefs de direction de 11 grandes entreprises américaines ayant d'importantes activités dans les 2 pays. Il n'a pas appelé pour les menacer, mais pour les informer. Il leur a expliqué exactement ce que la section 14 leur coûterait en coopération réglementaire canadienne, en accès aux ressources et en participation au marché canadien, s'ils poursuivaient une relocalisation. Il a fait les calculs avec eux à voix haute. Une fois les appels terminés, 7 des 11 entreprises ont annoncé publiquement qu'elles suspendaient tout examen de relocalisation. 3 ont lancé des examens internes. Une a poursuivi et a ensuite découvert que l'approbation accélérée en 90 jours annoncée par Washington prenait en pratique plutôt près de 4 ans. La promesse des 90 jours a mal vieilli, comme si elle avait été fabriquée pour la salle de presse plutôt que pour le bureau des permis. Les 3 semaines qui ont suivi ont révélé l'ampleur de l'erreur de calcul sur les 3 fabricants chinois de batteries qui s'étaient détournés de l'Ontario. 2 ont discrètement repris contact avec leurs partenaires canadiens. Ce n'était pas sous l'effet d'une pression diplomatique, mais parce que les délais réglementaires américains se sont révélés exiger le processus de 4 ans. Peu importe la préférence politique, les fabricants ont fait le calcul. Le Canada restait plus rapide. L'infrastructure était déjà là, la main-d'œuvre était déjà formée. Les 30 milliards de dollars investis par l'Ontario avaient produit une plateforme qui ne pouvait pas être produite dans un nouveau site américain sans effacer l'avantage du crédit de 15%. La réalité a eu la mauvaise manière de calculer plus vite que le slogan. Les contrats agricoles racontaient leur propre histoire secondaire. Les exportations canadiennes de canola vers la Chine ont fortement chuté. Un agriculteur céréalier près de Regina, qui vendait du canola à la Chine depuis 22 ans, est resté assis dans son camion pendant 40 minutes avant d'appeler sa banque. Il n'a pas dit qu'il était en colère. Il a dit « On est en train de nous remplacer ». Mais en moins de 30 jours, le Canada a accéléré les négociations avec l'Inde et l'Indonésie pour absorber les volumes déplacés à des prix comparables. La première diversification a produit une architecture d'exportation agricole plus résiliente que le modèle de l'acheteur dominant unique qui l'avait précédé. L'écart dans les minéraux critiques a produit des résultats qui n'étaient pas visibles dans l'immédiat après coup. 3 fonds souverains européens ont engagé un total combiné de 22 milliards de dollars dans des projets miniers canadiens dans les semaines suivant les accords de Pékin. C'était du capital qui attendait prêt à intervenir lorsque des actifs deviendraient disponibles à rabais. Trump a créé une vente. Les acheteurs n'étaient pas américains, ils étaient européens.
La campagne de pression prévue a accidentellement placé une affiche actifs stratégiques disponibles devant des investisseurs alliés. La conséquence stratégique de la détention de positions importantes dans les minéraux critiques canadiens par des capitaux souverains européens était l'inverse de ce que les accords de Pékin visaient à produire. Au lieu de laisser le Canada sans capital d'investissement, des capitaux alliés ont afflué vers les actifs canadiens, faisant du Canada le fournisseur officiel de minéraux critiques pour l'Europe, le Japon, la Corée et l'Australie, tout en donnant à ces économies une participation financière directe dans le développement des ressources canadiennes. Un analyste de Wall Street a fait circuler une note à tous les grands bureaux financiers affirmant que l'administration semblait avoir confondu la patience du Canada avec sa faiblesse et que la distinction devenait coûteuse. Cette note a circulé parce qu'elle était exacte au regard des données de transaction, des tendances dans les annonces des entreprises et des registres de flux d'investissement. Il y a peu de choses moins utiles en finance que de confondre le silence avec la reddition. Une semaine après le retour d'Air Force One, un journaliste a demandé à la porte-parole de la Maison-Blanche, lors d'un briefing, si l'administration avait calculé ce qu'une réclamation canadienne réussie de conformité à l'accord Canada-États-Unis-Mexique coûterait aux entreprises américaines. La réponse a été « Cela ne nous inquiète pas ». Le journaliste a ensuite demandé si l'administration avait examiné l'évaluation canadienne de l'impact économique, montrant que 2 millions d'emplois américains étaient liés aux chaînes d'approvisionnement canadiennes. La réponse a été « Nous allons examiner cela ». Dans la communication du monde Trump, la confiance arrive souvent en premier et les devoirs sont promis pour plus tard. Puis est venue la question vers laquelle toute la salle se dirigeait lorsque le président a dit que la bonne période du Canada était terminée. Était-ce la position officielle de l'administration sur l'Alliance ? La porte-parole a marqué une pause. 4 secondes de silence ont suivi avant qu'une porte-parole, dont toute la fonction est de répondre, sans hésiter, choisisse le silence. Puis, il n'est venu que ceci, question suivante. Cette pause de 4 secondes a été diffusée ce soir-là sur tous les grands réseaux canadiens, directement accolée à la conférence de presse de Carney. D'un côté se trouvait un homme qui avait regardé une caméra sans note et dit exactement ce qu'il croyait, avec l'immobilité de quelqu'un qui avait préparé chaque mot. De l'autre se trouvait une administration qui avait besoin de 4 secondes pour décider ce qu'elle était autorisée à dire, avant de choisir de ne rien dire du tout. Pour une opération construite sur la certitude bruyante, ces 4 secondes ont fait plus de dégâts qu'un paragraphe de critique. Le North American Manufacturing Priority Act est en vigueur. La section 14, paragraphe 3, est en vigueur. Les contrats agricoles sont signés en même temps. 7 des 11 chefs de direction américains que Carney a appelés suspendre leurs examens de relocalisation. 2 des 3 fabricants chinois de batteries sont de nouveau en discussion avec des partenaires canadiens. 3 fonds souverains européens ont engagé 22 milliards de dollars dans le secteur minier canadien. Le Canada a signé des accords préférentiels sur les minéraux avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Le corridor industriel accéléré avec l'Union européenne est en construction. L'examen de conformité à l'accord Canada-États-Unis-Mexique n'a aucune date de résolution prévue et la pause de 4 secondes au pupitre de la Maison-Blanche tourne en boucle à Ottawa. Trump est arrivé à Pékin audacieux, bruyant et certain de lui. Il est reparti en croyant avoir tout gagné. Il ne s'est pas contenté d'insulter le pays en train d'être restructuré. Il a dit au monde que la bonne période du Canada était terminée. Il a publié que Carney était faible, et il en était certain. Cette certitude était l'erreur de calcul, parce que l'homme qui s'est avancé vers un pupitre à Ottawa sans téléprompteur et a refermé son dossier avant la phrase la plus importante ne jouait pas la certitude. Il rendait compte d'une préparation qui était en cours depuis des mois. La certitude est utile en politique jusqu'à ce qu'elle se heurte à une préparation avec une ligne budgétaire et une échéance de dépôt. Pendant que Trump calibrait sa déclaration dans le Grand Palais,
Carney avait déjà appelé Tokyo et Berlin, pendant qu'Air Force One était dans les airs, de retour de Pékin. Carney était au téléphone avec 11 chefs de direction américains, faisant les calculs avec eux à voix haute, pendant que Trump publiait des messages sur la faiblesse. Le fonds souverain de Carney était en train d'être capitalisé, son corridor avec l'Union européenne était en voie d'être finalisé, ses accords préférentiels étaient en train d'être signés et son examen de conformité était en train d'être déposé. Les incitatifs manufacturiers sont en vigueur, les contrats agricoles sont signés, l'examen de conformité à l'accord Canada, États-Unis, Mexique se poursuit sans date de fin prévue. Les 2 millions d'emplois se trouvent dans un tableur que personne au pupitre de la Maison-Blanche ne voulait aborder. La pause de 4 secondes est au dossier. Le spectacle a obtenu son titre « Mais le tableur a gardé les reçus » et la question que chaque salle de conseil, chaque bureau financier et chaque gouvernement allié observe maintenant est de savoir si l'homme qui a annoncé la fin de la bonne période du Canada avait modélisé ce qui se produit lorsque le pays dont il a déclaré la bonne période terminée se révèle avoir préparé exactement cette annonce pendant la majeure partie d'une année. La mauvaise lecture, comme Carney l'a dit sans hausser la voix, coûtera cher. La seule chose qui reste à déterminer est à quel point et pour qui